Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé dimanche 3 juillet de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali. Le pays va pouvoir souffler un peu, non seulement le pays, mais également les autres pays de la communauté ouest africaine. Notre invité est King Dojuro. Il est consultant et expert en structuration économique et financière. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bonjour King. King va bien? Je vais toujours sur King, cher. Bon, j'espère que ça va chez toi, cher Je vais ami bien, par Michel. la grâce. Lever des sanctions, quelles conséquences sur l'économie King Dojuro? Déjà, je pense que une fois encore, la force revient à la loi, hein. Nous remercions ici la ténacité et l'impartialité de la Cour de justice de l'UEMOA. Très tôt, a été saisie par les gouvernements maliens pour trancher sur la situation que l'État malien vivait dans sa relation avec la communauté monétaire d'abord et ouest africain au niveau de la CEDEAO en général. Les juges de cette cour ont, sur la base des éléments factuels, ont tranché à la faveur du gouvernement malien. Et comme toute décision de justice, dans certains pays, ça traîne des fois à s'appliquer. Nous constatons qu'à la fin de la journée, la nuit a beau durer, mais bon, le Le jour soleil, le viendra. jour est venu et puis le mois a compris qu'il ne fallait pas appliquer ces punitions sauvages et inutiles donc à un pays membre de la communauté qui renforçait également euh, la position de la communauté dans son rapport avec l'extérieur. Donc punir, l'exclure des transactions avec les autres pays, c'est se faire du mal. Donc les juges, je pense qu'il faut ici tirer chapeau aux juges de la Cour de justice de l'UEMOA qui ont fait un travail très remarquable qu'il faut apprécier. C'est comme ça que nous voulons la justice dans nos pays. Et je pense que c'est à saluer. Merci C'est beaucoup. peut-être à saluer parce que, voilà, ça nous arrange, c'est ça, King Dojuro? Ça arrange l'UEMOA, ça arrange parce qu'aujourd'hui, quand deux personnes se bagarrent, il faut un arbitre. Et l'arbitre doit avoir le sens et le bon sens plutôt qui demande qu'il soit impartial. Et c'est ce que les juges de l'UEMOA ont fait. Et comme au niveau de l'application des décisions de justice, tout comme ici, hein, vous avez un souci avec votre ami ou bien votre propriétaire, si vous êtes locataire, même quand la justice vous donne raison, vous allez commettre un huissier pour appliquer donc la décision que la justice vient de prendre. Et ça peut prendre le temps, cette démarche de l'huissier. Et donc c'est ce que ça a pris et ça a marché. Et aujourd'hui, on voit que finalement, les instances des organisations de la sous-région ont compris la nécessité d'appliquer cette décision de la Cour de justice de l'UEMOA et savoir quelle est la conséquence donc sur l'économie, d'abord malienne. N'oubliez pas, hein, ils ont intérêt à vite lever même ces sanctions en application de l'ordonnance de la Cour de justice Justice. de l'UEMOA parce que bientôt c'est Tabaski. Hein, l'affaire de Tabaski, il faut que la Côte d'Ivoire s'approvisionne Donc, ils ont en, intérêt parce que ça va à leur bien sûr, défaveur ils aussi. ont intérêt, sinon ils sont morts. Ils sont au courant. Donc, ils sont au courant. Très bientôt, c'est l'effet de Tabaski. On a besoin de moutons. Moi, je connais un peu, je connais l'importance, la part que représente l'importation de moutons de la Côte d'Ivoire, du Mali en terre de Tabaski. Vous ne pouvez pas, si vous atterrissez à l'aéroport d'Abidjan, vous aurez du mal à sortir du carrefour à Kouaba. Vous pouvez taper même 4 heures de temps dans l'embouteillage. Et c'est les périodes où on rate plus nos vols. C'est rempli de moutons qui viennent du Mali. Et c'est tout Abidjan, d'environ 7 millions d'habitants, et puis une grande population musulmane hein, qui vient s'approvisionner. Donc aujourd'hui, ils ont bien calculé. Ils ont compris que malgré les sanctions, le Mali n'a pas créé, on n'a pas décrété la famine au Mali.
Malgré les sanctions, les Maliens se sont montrés résilients. Ils se sont adaptés, accommodés, développé des alternatives en termes de vente de leurs produits. Aussi longtemps que ça dure, ça renforçait toujours la position des Maliens parce qu'ils n'ont pas fléchi d'un iota dans leur position. Et ce qui, vous devez même comprendre pour dire qu'ils sont maîtres de la situation. Avant, à la veille de ce sommet de la CEDEAO qui a lieu le 3 juin passé, mais le gouvernement, un calendrier. Le gouvernement a sorti carrément son calendrier souverain, parce que c'est un État souverain, n'oubliez pas, hein, ils ont sorti leur calendrier, maintenant leur délai qu'ils ont, en maintenant plutôt leur délai qu'ils avaient prévu de 24 mois. C'est 2 ans finalement, Ouais, à compter de 2 de ans, mars. bien sûr, bien sûr. Ils opèrent en toute autorité, en toute souveraineté, à la régulière. Donc aujourd'hui, vous ne voulez plus de nous, on s'en fout. Et vous voulez de nous, il n'y a pas de problème, nous sommes là. De toute manière, eux n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas de la CEDEAO. Est-ce qu'ils s'en foutent? Parce qu'on a vu la médiation qu'ils ont eue à un moment donné à demander au chef de l'État togolais. D'abord cette question et ensuite, est-ce que selon vous, cette médiation a pesé? Je ne saurais donner des informations là-dessus, mais ce que je vois, je regarde les résultats. À la fin de la journée, c'est le Mali qui est sorti plus fort parce que en aucun cas le Mali n'a jamais crié j'ai faim parce que vous avez fermé mes frontières. Et demandez-moi pourquoi est-ce que à la veille des fêtes de Tabaski on ouvre les frontières avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc ça veut dire que ce n'est pas le Mali qui souffrait, c'est plutôt ces pays voisins, Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire qui souffraient de ces punitions. Vous comprenez? Donc médiation ou pas médiation, il y a déjà eu la gestion, les décisions de la Cour de justice de l'UEMOA qui étaient déjà pendantes, qui attendaient que son application. Et le bon moment est venu, le peuple malien a été patient et ils attendaient allègrement que le moment vienne pour que le braquage qu'ils ont subi en faisant un arrêt, parce qu'on les a braqués, hein. N'oubliez pas que la BCA a braqué le Mali en suspendant les opérations avec le Mali. Les avoirs du Mali au niveau de la BCA étaient bloqués. Donc, le voleur, à un moment donné, a décidé de rendre ce qu'il a volé. Donc, le peuple malien, il est gagnant. Et donc pour moi, aujourd'hui, l'économie malienne, si au départ de ces punitions, ils tâtonnaient, aujourd'hui, ils reviennent en force parce qu'ils étaient habitués déjà à une nouvelle forme d'alimenter ou bien d'orienter leur économie. Aujourd'hui, ils sont revenus avec leurs anciens acheteurs, hein, que ce soit les acheteurs de l'or au Sénégal, les acheteurs de bétail en Côte d'Ivoire, et plus encore, ils ont développé en interne déjà une bonne capacité d'autodépendance. Hein. Ils ne veulent plus dépendre véritablement de l'extérieur. Ils ont boosté beaucoup en ces derniers temps leur campagne au niveau local pour pouvoir encourager les agriculteurs à multiplier les efforts pour booster la production locale. Ce qui est sûr, les conséquences, nous les verrons dans 2 ou 3 ans, ce que deviendra l'économie locale par rapport avant la crise ou avant ces événements. Donc ils sont conscients, ils sont très conscients que ce qui leur est arrivé en 2022 pourra se reproduire toujours. Hein, et ils s'apprêtent encore. N'oubliez pas que c'est une nation qui lutte pour une autonomie, pour une souveraineté à tous les niveaux. Alors, pour que les gens reconnaissent véritablement l'effectivité de leur souveraineté. Ils combattent tout le monde. Il y avait beaucoup de feux qui étaient allumés. Il faut combattre la communauté internationale du côté des Occidentaux. Il faut combattre les voisins les plus immédiats. Donc aujourd'hui, du moment où ces sanctions ou bien ces punitions ont été enlevées, les Maliens sont tranquilles maintenant pour pouvoir voyager comme ça se doit dans le passé. Et vous imaginez que pour couvrir même les événements d'Accra, l'autre fois, je suivais le journaliste, l'envoyé spécial de RFI, l'envoyé spécial de RFI auprès du Mali, qui présentait, qui présentait un journaliste malien qui a voyagé par bus, pas qu'un moyen, jusqu'à arriver à Accra. Bon, en présentant, on dit que les frontières sont fermées. Et on présente un journaliste qui a voyagé par bus. Il est passé par quelle frontière? Donc vous voyez qu'il y a déjà un problème. Donc c'est pour dire que, en fin de compte, les Maliens sont sortis gagnants dans l'opération. Est-ce que vous avez vu que le gouvernement malien a fait une déclaration félicitant la CEDEAO? Non, moi je n'ai pas encore vu. Même si ça doit se faire, je pense que d'abord ils se sont félicités.
C'est la déclaration que j'ai suivie. Mais le faire aussi, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce Donc que le gouvernement malien... vous avez demandé une médiation, aujourd'hui on voit les résultats. Donc. Le gouvernement malien a félicité d'abord la population malienne qui s'est montrée très solidaire à ses gouvernants. Et je pense que leur prochain remerciement ira tout droit à la Cour de justice de l'UEMOA, qui a fait un travail impeccable, qui a dit le droit. Qui a fait un travail impeccable. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de mettre en valeur ou bien en lumière ce que fait la justice de cette instance. Et on voit le résultat. À la fin, ce qu'ils ont les injonctions qu'ils ont faites, c'est ce qui est appliqué. Donc, les sanctions sont annulées, définitivement. Et aujourd'hui, les Maliens peuvent avoir accès à leur argent, à la BCAO, et commercer avec tous les pays de la sous-région comme ça se faisait avant et faire des transactions à travers les banques de la sous-région. Ce qui encore évite qu'on vive une crise dans la sous-région sur le plan alimentaire, parce que le fait que le Mali ne participait plus véritablement de façon officielle à cet échange économique dans la sous-région, il y a de rupture de certaines marchandises d'autre part. Parce que les Maliens étaient obligés de chercher de nouveaux débouchés pour leurs produits qu'ils produisaient déjà chez eux. Donc aujourd'hui, le marché va s'équilibrer à nouveau. On pourra se retourner encore au Mali pour acheter du basin. J'ai retrouvé des dames qui faisaient le commerce de bassin avec le Mali, et depuis que la frontière... vice-versa, le Mali et vice-versa, aussi. bien sûr, et vice-versa. Donc ces dames aujourd'hui pourront reprendre encore le chemin du Mali, ce qui est extraordinaire. Donc ces dames qui étaient togolaises, béninoises, qui faisaient ces transactions avant, depuis le mois de février jusqu'à ce jour, étaient au chômage. Techniquement, étaient au chômage. Leur argent était bloqué auprès de leurs fournisseurs à Bamako. Et elles aussi n'avaient plus de marchandises à fournir. Donc vous voyez le désarroi dans les familles, dans ces différents pays qui avaient des relations commerciales très avancées avec le Mali. Donc aujourd'hui, c'est une reprise, c'est une véritable reprise de l'économie, de l'espace UEMOA, bien sûr, parce que c'est venu à un moment très important où déjà nous sommes face à la cherté de la vie, due au fait que nos économies sont tournées vers l'extérieur. Nous sommes dans un modèle économique essentiellement orienté à l'import. Donc quand on se prive encore de certaines productions locales, on se fait encore plus de mal. Donc aujourd'hui, en levant le pied sur la pédale, en arrêtant toutes ces punitions inutiles qu'on a infligées à l'État malien, on s'est rappelé qu'on a besoin de ce pays pour lutter contre la cherté de la vie, parce que leur production vient contribuer à la production des pays de la sous-région aujourd'hui, qui va contribuer au moins à réduire la rareté de certains produits qui créent la cherté. Donc du coup, on est en phase et l'économie pourra reprendre dans son ensemble. N'oubliez pas qu'on fait des statistiques de façon globale par rapport aux pays appartenant à notre zone monétaire. Donc définitivement, le retour du Mali dans le Conseil des Nations sur le plan économique représente un grand atout pour la croissance économique dans la sous-région. Alors, pour les conséquences, selon votre développement, on sent que l'impact positif là va venir en chrétien d'eau. C'est progressif, pas dans l'immédiat. Non, c'est immédiat, puisque déjà vous allez sentir ça bientôt pour l'effet des tabaski. Le Mali va évacuer véritablement son stock de bétail pour fournir les pays que je viens de citer précédemment, qui dépendent de ce pays pour s'alimenter en viande. Donc du coup, c'est immédiat, c'est vraiment immédiat. Vous savez, c'est de l'eau qui était stockée dans des vannes. Donc, une fois qu'on ouvre les vannes, qu'est-ce que ça passe? Ça jaillit en même temps. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'était en stock, en quantité industrielle. Donc, on ouvre les vannes, ça reprend systématiquement, les rapports reprennent. Ce n'est plus, c'est pas une nouvelle relation en fait. Ouais. C'est des anciennes relations. N'oubliez pas que c'est les mêmes Maliens même qui sont encore dans tous ces pays qui font le commerce. Mais quand vous retrouvez les vendeurs de bétail à Abidjan, ce sont les Maliens. Vous comprenez? Donc, c'est pas un nouveau marché à conquérir pour qu'on dise non, que ça va aller crescendo. Non, non, c'est immédiat, c'est effet immédiat. C'est effet immédiat et les gens vont sentir ça en même temps dans les poches.
Et les circuits commerciaux ouest-africains, c'est-à-dire au niveau de tous les pays de la sous-région, vont-ils fonctionner de nouveau et comment? Bon, déjà les camions qui étaient bloqués à la frontière Mali-Sénégal vont rentrer directement au Mali, d'autres directement sur le Sénégal. Ils transportent toutes sortes de marchandises, vice-versa. Donc ça reprend systématiquement en fait. Donc il n'y a pas... En fait, c'est comme votre épouse qui vous a quitté sur la base d'une querelle d'une nuit et rentre chez ses parents. Et fait 6 mois à la maison parce qu'elle est fâchée contre vous. Dites-moi, quand elle revient à la maison, c'est maintenant que vous allez recommencer à la draguer? Dites-moi. Oui, c'est possible. Non, c'est une ancienne relation. Vous entrez directement dans le vif du sujet. Ouais, c'est comme ça se passe. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Tu deviens encore plus doux même. Ouais, vraiment. Si tu veux partager, de Vous partir avez encore. intérêt. Mais si c'est une nouvelle relation, il faut voir le temps que vous faites pour pouvoir draguer la dame. Ouais. Mais c'est ton épouse qui est revenue à la maison. Donc la relation reprend systématiquement. C'est ça en fait le contexte. Je voudrais bien prendre un exemple qui illustre la réponse relative à ta question. Sinon, il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas de nouveaux débouchés. C'est des anciens débouchés. À un moment donné, on a arrêté. On reprend, terminé. Et puis tout le monde reçoit. Entre les peuples même, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas eu problème. de problème, non. Oh, nous, on continue pas à communiquer avec nos amis maliens. Ils ont fermé les frontières parce qu'ils ont fermé les téléphones. Ils n'ont pas fermé WhatsApp. Ouais. Sérieusement, ils ont fermé les frontières. Mais bref, les gens trouvaient toujours des moyens pour voyager, non? Même malgré ça. Puisque quelqu'un dit, un journaliste qui dit que malgré les frontières sont fermées, il dit qu'il est arrivé à Accra. Il est arrivé à Accra avec le bus. Serge l'a montré dans une vidéo que j'ai montrée. Le journaliste de RFI l'a montré dans une vidéo. Non. Donc c'est pour dire l'incongruité même de certaines choses qu'on fait. Vous voulez parler de Serge Daniel. Oui. Gayadouma, il montre le Malien qui est venu par bus depuis Bamako à Accra, alors que les frontières sont fermées. Donc, c'est quelqu'un qui a violé la loi de la CEDEAO qu'on doit même punir. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Alors, vous avez dit tout à l'heure, King Dodjro, que oui, les sanctions économiques et financières sont levées, mais le Mali se prépare éventuellement à d'autres sanctions, ou bien, bon, il n'est pas forcément prêt à des sanctions, mais est prêt, ou bien est prêt à la résilience. Est-ce que cette résilience, le Mali a eu le cours de la Russie, parce que la Russie aussi a été sanctionnée entre-temps par les Occidentaux il y a de cela des années, mais la Russie en a profité pour produire à l'intérieur. Aujourd'hui, on voit les sanctions des Occidentaux contre la Russie qui, forcément, je ne veux pas dire ne pèsent pas, mais c'est équilibré. Ce qu'il faut noter dans le cas malien, c'est une lutte du peuple malien. Vous comprenez? Et ce n'est pas une lutte d'un président malien comme ce fut le cas. King, on peut relativiser parce qu'il n'y a pas de baromètre. C'est une lutte du peuple malien et qui ne veut pas ça, qui ne veut pas ça, qui ne veut pas de la France, qui ne veut pas du président, de l'ex-président. Vous comprenez? C'est une lutte du peuple malien. Il faut se rappeler toutes de ces choses-là en fait. Donc le peuple malien sait ce qu'il veut aujourd'hui et a tiré belle leçon des différentes situations qu'il a traversées depuis le début de cette année jusqu'à ce jour. Peuple conscient, en qui j'ai vraiment foi et confiance, et leur combativité plutôt. Alors, je suis certain que l'économie malienne ne sera plus jamais comme avant. C'est une économie qui va gagner plus en souveraineté, d'ailleurs, parce que les leçons sont apprises de cette situation que nous venons de traverser ensemble avec eux, dont nous avons été aussi victimes en grande partie, parce que nous ne pouvons plus faire nos transactions avec le pays, parce que c'est compliqué, c'est pas des moyens détournés qu'on peut arriver, parce que d'autres pays ont accepté ouvrir leur espace aérien pour que les avions puissent atterrir à Bamako. Aujourd'hui, c'est Air Côte d'Ivoire qui va reprendre ses vols vers Bamako. Et ça fait rentrer les fonds dans l'économie et ivoirienne. Ce serait Air Sénégal qui va desservir Bamako. Ce serait Air Mauritania qui va desservir Bamako. Donc vous voyez déjà l'aéroport de ces différents pays qui étaient en relation avec Bamako vont reprendre de volumes forts parce que la route est dégagée, est ouverte à nouveau. Donc le peuple malien a combattu le bon combat et a tiré des bonnes leçons, a saisi la justice quand elle s'est sentie lésée. C'est le même peuple qui sait aussi quel est son prochain plan pour faire face à l'avenir. C'est pourquoi souverainement ils ont voté la loi électorale qui
aujourd'hui confère beaucoup plus de pouvoir au peuple, aux membres du CNT et tous les organes qui ont été créés pour une meilleure gestion en termes de transparence pour les élections futures, parce que le problème qui a conduit le peuple malien à cela réside aussi également dans la loi électorale. Ils prennent leur temps, ils ont leur calendrier, ils mettent en place les institutions ou les instruments de bonne gouvernance au temps des élections et après les élections. Moi, je pense qu'ils sont dans une démarche très louable qu'il faut observer et à partir de quel même il faut copier même, parce que c'est un très bel exemple qu'un seul peuple puisse faire face à toute la communauté internationale en complicité avec les voisins les plus immédiats et résister à plusieurs tentatives de coup d'État, d'assassinat manqués sur le chef de l'État. Ils ont résisté. Donc moi je pense que c'est à saluer, je continue de saluer ce peuple. Est-ce que au moment des sanctions, King Dodjoro, l'économie malienne, vous qui maîtrisez l'économie, n'a même pas souffert d'un iota? Vous savez, hein, on donne souvent des chiffres sur nos économies, mais des fois on se demande à partir de quoi ces chiffres sont donnés. On nous dit que nous sommes des peuples, nous sommes pauvres et misérables. Mais qu'est-ce qui caractérise la misère et la pauvreté dans un pays? Question. La misère et la pauvreté est caractérisée par le fait que vous n'avez pas assez à manger. Vous manquez de quoi vous nourrir, satisfaire vos besoins primaires. 2. Vous manquez d'où vous loger. Voici les deux éléments majeurs qui caractérisent la misère et la pauvreté. Mais force est de constater que c'est en Europe que je vis ce genre de situation où les gens sont sans domicile. Et ils sont par milliers. 2. Les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Ils se fient au resto de cœur. Dites-moi, avez-vous des sans-domicile fixes à Lomé? Vous me direz peut-être que les Asiga, mais non, ce sont des avancées des gens, c'est des jeunes gens qui sont en difficulté avec la loi, ils ne veulent pas écouter leurs parents, ils veulent se retrouver dans la rue, qui tombent là-bas. Donc sur ce plan, l'Afrique est mieux que chez les Blancs. Ils veulent nous convaincre que nous sommes misérables, alors que c'est chez eux qu'on voit les caractéristiques de la misère. C'est chez eux qu'on a les sans-abri. Véritablement, des vieux messieurs que vous voyez, quand vous les interrogez, ils étaient hier des fonctionnaires ou bien des travailleurs, des intellectuels qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer leur maison. Vous avez ça en Afrique? Vous avez des restos de cœur en Afrique? Parce que peut-être eux, ils ont créé ces restos de cœur. Alors, donc, la misère dont ils veulent nous faire voir en Afrique, c'est pour créer dans notre image, notre position faible par rapport à eux, qu'ils en ont assez à manger, que nous sommes affamés. Eux, ils ont des problèmes chez eux pour faire face à la crise de gaz et autres. Ils annoncent que nous, on aura faim chez nous. Comme si le paysan qui a Guérin-Kouka connaît la France et connaît le blé. Il mange son maïs et son igname tranquille, non? Est-ce qu'il a faim? Lui, son problème, c'est quand il ne pleut pas. Mais est-ce que vous savez que dans le temps passé, nos parents avaient même la météo? Je me rappelle dans mon village que quand l'année commence, nos parents interrogent les ancêtres pour savoir à quelle période il va pleuvoir cette année. Et on sort, les ancêtres sortent le calendrier de plus de l'année pour dire cette année-là, faites du soin, ça ne va pas vite pleuvoir, gardez vos vivres. Et vous allez voir nos parents vont couvrir donc les greniers d'igname et commencer à verser l'eau dessus parce que la divinité Fa dit non, que cette année il ne va pas vite pleuvoir à telle période. Eux, ils ne connaissaient même pas le mois. Il y avait Jodje, il y avait des périodes. Vous comprenez? Donc, la famine ou la misère, c'est chez les Blancs. C'est chez les Blancs. Chez nous, nos parents, ils se nourrissent. Et c'est la saison qui leur garantit cela, la provision. Donc, nous devons revoir notre copie. Quand on vous dit que vous êtes les peuples les plus pauvres, alors que chez nous, les gens mangent à leur faim dans les villages les plus reculés. C'est pas parce que la personne ne mange pas shawarma que la personne est pauvre. C'est pas sa nourriture, le shawarma. Alors, d'accord. Ces shawarma, par exemple, on va chercher chez eux parce qu'on a vu les images de Melilla tout récemment. Ce n'est pas peut-être une contradiction de dire que nous sommes mieux qu'eux, alors qu'au même moment, nous, les jeunes, on cherche à aller chez eux. En fait, le problème, c'est qu'ils nous vendent un rêve comme quoi chez eux est mieux que chez nous. Et c'est pourquoi ceux qui sont faibles d'esprit
se donnent cette peine-là de se jeter à l'eau pour aller découvrir. Et quand ils vont chez eux, ils découvrent carrément que c'est autre chose. Que c'est autre chose. Ils sont déçus vraiment. Ils dorment à la belle étoile depuis belle lurette. Même les aventuriers ici dans nos pays africains ne dorment pas à la belle étoile. Ils trouvent toujours une famille qui les accueille. Je vous garantis. Faites l'aventure en Afrique, vous allez voir. Vous n'allez pas dormir à la belle étoile comme les gens dorment à la belle étoile en France et à la porte de l'Angleterre. Donc c'est pour vous dire que c'est chez eux que les caractéristiques de la misère s'observent. Chez nous, nos gouvernants n'ont pas encore développé la technologie pour maîtriser la pluviométrie et ne plus dépendre de la pluie pour faire l'agriculture. C'est ce qui crée des difficultés à nos parents ces derniers temps. Sinon, nos parents là, la plupart de nos frères étudiants à Lomé ici, leurs parents sont des fonctionnaires, non, c'est des cultivateurs qui payent les scolarités de 800 000, 1 million. Quand on parle de paysans, ils produisent le maïs, le haricot, l'igname et autres. Et c'est de ça qu'ils vivent. On est d'accord? Donc moi, je pense que nous devons redéfinir nous-mêmes les Africains, les mots, ne pas se les attribuer, parce que ça ne fait pas bien. Ça ne fait vraiment pas bien. Je rentre souvent dans les villages. Est-ce que c'est parce que le gars n'a pas l'eau potable, qu'il est misérable? Moi, je suis né au village, j'ai bu l'eau de Marigot. Parce que mon environnement, c'est l'eau de Marigot qui est là. Je ne suis pas malade. C'est mon environnement, ma psychologie l'a reçu. Mon esprit a accepté que c'est l'eau, mais c'est l'eau de Marigot. Terminé. On a bu l'eau de pluie. On n'est pas mort. Mais quand vous envoyez un homme blanc, un jeune blanc, pour boire cette eau, c'est vrai que dans sa conception, sa psychologie n'a pas accepté cette qualité d'eau. Ça va lui créer des... C'est comme il boit la couleuvre. Ouais. Je vous raconte une histoire. Il y a une expression chinoise qui dit ne bois pas la couleuvre. L'histoire a été racontée par rapport à ce qu'a vécu un petit enfant en face de son grand-père en Chine. Un soir venu, l'enfant est allé chez son grand-père et le grand-père lui a offert de la soupe. Et dans la soupe, l'enfant a vu la couleuvre. Et par respect pour le grand-père, il a bu la soupe avec la couleuvre. Il rentre à la maison, il tord de douleur. Il dit, il a mal au ventre. Son père lui demande, qu'est-ce que tu as, mon fils? Il dit, j'ai bu la couleuvre, c'est mon grand-père, c'est pourquoi j'ai mal au ventre. Le père ramène l'enfant chez son grand-père. Il dit, papa, ton petit-fils dit qu'il a bu la couleuvre chez toi, dans la soupe. Le grand-père étant étonné, sert la soupe à son père au même endroit. Le père regarde dans la soupe, il y a effectivement la couleuvre. Et on regarde, sa grand-père dit, non, c'est pas la couleuvre, c'est l'ombre de brindille qui est en haut, là, qui fait le dessin de couleuvre dans la soupe. L'enfant ayant compris que c'est pas la couleuvre, est guéri. Est guéri. Donc c'est psychologique. C'est psychologique. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. King Djodjoro, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. On marque la pause pour le journal et derrière, nos invités sont prêts pour Regard Croisé.